Les employés de la douane dans Thanh Minh vont entamer une grève générale à partir de demain. C'est ce qui aurait été décidé d'un commun accord entre tous les employés de cette branche de service des douanes. La rencontre avec le directeur général des douanes, Foul Rasafnjaman, n'a rien changé. Ces douaniers sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. À l'issue de la rencontre de ce matin, Foul Rasafnjaman a déclaré qu'il serait prêt à mener les négociations en haut lieu pour résoudre ce problème. C'était donc une réunion de mise au point, de concertation également, pour voir quels étaient les problèmes qui se sont posés. Et c'était d'essayer de voir les voies et moyens pour résoudre le problème qui existe. En fin de compte, donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de procéder à des négociations auprès des autorités politiques pour résoudre ce problème. Quand est-ce que cette négociation aura lieu ? J'espère que ça va commencer dès cet après-midi. Quant à la décision des agents d'Thanh Minh, ils sont en train encore de se réunir pour continuer ou non la grève, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les revendications des douaniers dans Thanh Minh ont d'abord tourné autour du rétablissement du receveur des douanes Ralainun Syriac à son poste, ce dernier qui fut suspendu de ses fonctions suite à l'affaire d'exportation illicite de bois de rose vers l'île Maurice. Voilà maintenant que ces douaniers réclament un statut particulier pour le service des douanes, puis d'un transfert de technologie par la société Gassinet. Selon le porte-parole des employés en grève, Ranjema Diandri, le ministère de tutelle n'a pas donné de suite favorable à toutes ces revendications. C'est la raison pour laquelle cette grève aura lieu au service des douanes d'Than Minh. Par ailleurs, ils exigent également que l'enquête sur cette affaire de bois de rose soit également accélérée afin que tous ceux qui sont réellement impliqués dans cette affaire soient traduits en justice. Quant aux transitaires, les opérateurs et les entreprises franches, premiers concernés par cette grève, la plupart ont déclaré ce jour en Thanh Minh qu'ils rencontrent d'importantes pertes financières à cause de l'immobilisation des conteneurs en Thanh Minh depuis samedi. Les frais de location des camions s'élèveraient à 200 000 arrières par jour pour chaque camion et ce jusqu'au dédouanement des conteneurs. Dédouanement qui risque encore de prendre du temps si cette grève s'étend sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le 30 juillet prochain sera la date butoir de l'élaboration de la liste électorale stipulée les recommandations du président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Radzwiln, lors de la réunion de travail qu'il a eue avec les 119 chefs de district, les membres de la CENI ainsi que les membres du comité interministériel pour l'élection tenu au Palais d'État d'Iavlou le 29 juin dernier. Quelques jours après cette rencontre, les présidents de la commission électorale de district ou CED de la région Analamang ont tenu une conférence de presse à laquelle ils ont demandé que la compétence des chefs de district et des CED soit bien répartie. Selon la Koutniana Louv, président de la CED du 5e arrondissement, il faut éviter par tous les moyens l'ingérence de toute autorité administrative et politique dans la préparation et la gestion des prochaines élections. Par ailleurs, leur définition des compétences des chefs de district répond tacitement à la déclaration du président du Conseil supérieur de la transition qui sollicite la mise en place d'un organe de contrôle des opérations de la CENI. Selon ces présidents de la CED d'Analamang, le rôle des chefs de district doit être celui d'un contrôleur et non celui d'un gestionnaire des préparations des élections à venir. Ceci afin d'organiser une élection crédible et acceptée par tous les acteurs politiques ainsi que par la communauté internationale. Pour la région d'Analamang, l'on sait que les 98% des fiches de recensement des électeurs ont déjà été rapatriées auprès des agents électoraux. Toutefois, ces présidents des CED d'Analamang craignent qu'à cause de l'insuffisance des infrastructures et des matériels dans les autres districts, surtout celui qui sont éloignés des grandes villes, les objectifs déterminés pour les prochaines élections ne soient atteints. Il attire dans ce sens l'attention des responsables pour qu'une action soit prise dans les plus brefs délais. Outre l'Espagne, la Turquie figure actuellement parmi les pays qui vont apporter son aide à la Grande Île dans la tenue de l'Afro-Basketman 2011. Il s'agit d'une aide essentiellement matérielle et technique afin de répondre à toutes les conditions et à tous les critères exigés par la Fédération internationale du basketball ou la FIBA.
D'une valeur de 160 000 €, cette aide sera constituée par l'octroi d'un parquet en bois démontable d'une valeur de 88 000 €, incluant tous les accessoires de montage. Ce parquet, notons-le, est le même qui a été utilisé durant le championnat du monde de basketball tenu en Turquie dernièrement. La Turquie se chargerait aussi de l'octroi d'autres matériels plus techniques, tels les tableaux et horloges électroniques. Ces équipements partiront de Barcelone mercredi prochain et arriveront à destination d'ici 28 jours. Des experts turcs viendront dans le pays pour l'installation et le montage. Une rencontre du ministère des Sports malgache, Djemanzari Jean-André, et l'ambassadeur turc, Erkumen Hamed Ench, s'est tenue ce matin dans les locaux du ministère. Le président de la Fédération malgache du basketball, Jean-Michel Ramarson, a rappelé que des mesures ont été prises par rapport aux contraintes techniques que les organisateurs de l'Afrobasket 2009 ont eues. Tous les matchs seront diffusés par satellite et seules les chaînes ayant des couvertures nationales auront la chance de diffuser. Par contre, les autres chaînes privées peuvent négocier les images avec les organisateurs auprès de la Fédération malgache du basketball grâce aux droits terrestres de vente d'images. Outre cela, les organisateurs ont également rappelé que les mesures seront renforcées en ce qui concerne l'accès de la presse durant cet événement sportif qui se tiendra du 17 au 28 août prochain au Palais des Sports et de la Culture de Mahamassen. 16 pays africains y participeront. Madagascar et Mozambique disputeront le match d'ouverture du 17 août. 4 matchs seront entamés chaque jour. Ils commenceront de midi jusqu'à 22 h. Les Jeux des îles qui auront lieu à Seychelles cette année se passeront dans un mois et demi, plus précisément du 5 au 14 août prochain. Madagascar va y participer. Le sujet a déjà été abordé au Conseil des ministres selon Djemanzari Jean-André, ministre des Sports. Un budget de 1,8 milliard d'aliars sera alloué pour toutes les dépenses lors de ces Jeux, dont l'hébergement, frais de déplacement et restauration. Le dernier regroupement des disciplines qui vont participer aux Jeux des îles et qui se tiendra dès demain à l'ANS Apeflou sera pris en charge entièrement par le ministère des Sports. Outre cela, les expatriés ainsi que les athlètes venant des provinces et qui ont été invités par des fédérations sont également pris en charge par le ministère. Selon le ministre Djemanzari Jean-André, qui a rencontré la presse ce matin, les ministres du gouvernement ont déjà été désignés pour être coach des disciplines. Entre autres, le voile est coaché par le ministre d'État Piero Razon-Arvel, la natation par Viva Drakutvau, le basket par Rabé Sazafer Antoine, et que ces ministres s'occuperont de tout ce qui est question de matériel et équipement sportif. Toutes les fédérations sont donc invitées à rencontrer leur ministre coach à partir de maintenant. Notons qu'aux Seychelles, les préparations aussi vont bon train. Le village des Jeux, qui va accueillir plus de milliers d'athlètes et de techniciens, sera prêt d'ici quelques temps. Poursuivi, traqué, même seule, Anne Sinclair est harcelée par une nuée de caméras. En France, la libération sur parole de Dominique Strauss-Kahn a relancé les débats. Sera-t-il candidat à la primaire socialiste? Faut-il repousser la date limite des candidatures au-delà du 13 juillet? Autant de questions sans réponse, tant qu'il n'est pas blanchi et sans rien savoir de ses intentions. Laissons-le souffler. Essayons pas de l'instrumentaliser. Dominique a vécu l'enfer. Admettons même que Dominique Strauss-Kahn décide de revenir comme candidat auprès de nous, eh bien, personne n'osera lui opposer un quelconque calendrier. Même son de cloche chez les autres candidats, Ségolène Royal ou François Hollande, il faut laisser du temps au temps. Chez les amis de DSK, l'heure est à la contre-attaque. Tout ne serait pas clair dans le comportement des dirigeants du Sofitel et du groupe Accor. Le rôle, effectivement, de la chaîne Accor, de la direction de l'hôtel, un certain nombre de questions devraient poser. Une fois qu'il sera reconnu, ce que je crois, qu'il y a eu erreur judiciaire, on cherchera de manière très précise ce qui s'est passé et comment ce piège a pu être armé. Je préfère parler de piège que de complot. Certains de ses amis dénoncent un attentat politique. Au PS, on préfère rester prudent. Gardons-nous peut-être de faire des commentaires sur la base d'éléments qui ne sont pas encore confirmés par l'enquête. Vous avez vu que l'enquête progresse et que la vérité est en train de surgir.
Pourquoi l'hôtel parlait-il de Nafissatou Diallo comme d'une employée modèle? Qui aurait prévenu le coordonnateur des renseignements à l'Élysée 1 heure seulement après l'arrestation de DSK? Le groupe Accor dénonce des propos diffamatoires et nie en bloc toutes ces accusations. Des travaux à perte de vue. La Pologne d'aujourd'hui ressemble à un vaste chantier. Le pays accueille l'année prochaine l'Euro 2012 et il faut que les supporters de foot puissent se déplacer sans problème. Alors, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on construit des autoroutes en tout 1418 km 800. Tout devrait être prêt pour juin 2012. Tout, sauf peut-être ce petit tronçon d'autoroute. Il se situe à Wiskitki. C'était une bonne 50aine de kilomètres de Varsovie. Et ici, le travail fonctionne au ralenti. Au point de départ, le gouvernement polonais croit faire une bonne affaire en confiant la construction de cette portion d'autoroute à une société chinoise. Il faut dire que le devis chinois était moitié moins cher que le moins cher des devis polonais. Mais très vite, les choses se compliquent. La firme chinoise ne paye pas les sous-traitants polonais qui fournissent les machines. Alors, depuis plusieurs semaines, le responsable des infrastructures de cette petite localité ne peut que constater ceci. Les machines sont à l'arrêt depuis plus d'1 mois. Bref, sur ce chantier, interdit à nos caméras, c'est la désillusion. Ce serait bien que ce soit réalisé à temps. C'est difficile à dire. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas comment ce sera réalisable. Au chômage forcé, les ouvriers chinois ont été regroupés dans cette école. À notre arrivée, les rideaux sont tirés, les portes se ferment, personne ne veut parler. Il faut dire qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont devenir, ces ouvriers, puisque le gouvernement polonais a décidé de casser le contrat. Toute cette histoire met cet homme très en colère. Il est le président de l'association polonaise des constructeurs d'autoroutes. Pour lui, impossible de travailler à des prix aussi bas. Je ne sais pas comment une entreprise chinoise fonctionne en général, mais vu ce qu'ils ont proposé ici en Pologne, on voit que leurs standards de fonctionnement sont très éloignés des standards en vigueur dans l'Union européenne. On peut penser que les ouvriers chinois, qui eux travaillaient jour et nuit, étaient moins bien payés que les Polonais. La firme chinoise travaillait même peut-être à perte, mais pour elle, ce chantier devait avant tout lui permettre de montrer à l'Europe son savoir-faire en la matière. Pour l'instant, c'est plutôt raté.